Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de LCI. Vous êtes le maire LR de la Garenne-Colombes, près de Paris. Vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris et candidat à la candidature LR. Ce serait intéressant de vous entendre dans le premier débat qui est organisé par LCI d'ailleurs le 8 novembre. Si vous avez les parrainages d'ailleurs pour y être. Vous avez les parrainages? J'espère les avoir. J'ai encore quelques jours. Nous avons jusqu'au 2 novembre pour déposer 250. C'est ce qu'on dit. Oui, mais vous savez, il y a 3 jours, il y a 5 jours, les mêmes disaient je ne les ai pas, donc je vous dirai dans quelques jours. Mais je suis en train de les avoir. Vous savez, dans les marathons, les derniers kilomètres sont probablement les plus difficiles. Oui, vous faites durer le suspense. On ne comprend pas bien pourquoi. Parce que Xavier Bertrand, lui, il a déjà dégainé tous ses parrainages, et même plus. 550 parrainages a-t-il déposé hier dans 50 départements. Démonstration de force. Bon, il a gagné une première manche. Non, je crois que tout ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'en avoir 250. La règle, c'est 250. En tout cas, moi, je n'en aurai pas 550, je vous le confirme. Avec 250, je serai ravi. Ça lui donne un avantage particulier? Je ne crois pas, non, pas particulièrement. Non, en quoi d'avoir 550 ou 560 ou 580? L'important, encore une fois, c'est d'avoir 250 parrainages et de participer au débat et de mettre des idées sur la table. C'est là-dessus qu'on va différencier les individus. Vous serez sur le plateau le 8 novembre? J'espère bien, oui. Oui, vous le serez. Rappelons un Routel Krief, David Pujadas, 20h45 sur LCI. Éric Ciotti, autre candidat, dit « Je suis le candidat de la fidélité » dans cette primaire fermée de LR. Fidélité à son camp. Vous êtes le candidat de quoi, de qui? D'abord, moi, je n'ai jamais quitté les Républicains. J'ai toujours été membre de ce parti, et même dans les périodes difficiles, alors même que je n'étais pas d'accord sur tous les choix qui étaient faits, je n'ai jamais quitté les Républicains. Je suis aussi un homme de fidélité. Je suis un homme de quoi, me posez-vous la question? Eh bien, j'ai probablement un parcours qui est différent des autres. Les autres étaient ministres il y a 15 ans ou acteurs politiques majeurs de premier plan il y a 15 ans. Moi, en 15 ans, j'ai fait autre chose. Je suis maire de ma commune depuis 20 ans. Ça donne quoi comme avantage? Des expériences humaines différentes. Ce n'est pas particulièrement un avantage. Ce sont des expériences humaines différentes. Maire depuis 20 ans, patron d'un service hospitalier avec la capacité à résoudre des crises militaires. J'ai été soldat en Afghanistan. Je crois que peu d'hommes politiques ont une expérience de ce type. Donc le patriotisme est une valeur dont je parle, mais que j'ai défendue réellement sur place. Bref, ce sont là aussi, je dis, des parcours et peut-être des solutions différentes. Dites-moi, puisque vous, d'une certaine façon, vous déployez votre CV, en quoi est-ce qu'il est séduisant? En quoi est-ce qu'il pourrait vous apporter des voix? Mais je ne déploie pas mon CV, vous me posez la question. Je crois simplement qu'un parcours politique, c'est important. C'est un homme de solutions. Moi, j'apporte des solutions pratiques à des sujets qui parfois font l'objet simplement de commentaires. Regardez l'affaire dont tout le monde parle aujourd'hui, du commentaire d'Éric Zemmour sur la vie politique. Moi, je pense qu'Éric Zemmour fait une analyse qui est une analyse correcte quand il dit que l'école ne va pas, que l'immigration, ça ne va pas, la sécurité, ça ne va pas. Il a des analyses qui sont relativement correctes. En revanche, où sont ces solutions? Quand vous êtes maire d'une commune comme moi, vous devez forcément apporter des solutions. J'apporte des solutions. Vous dites, il a des analyses correctes. Hein, un peu comme on disait du temps du Front National, rappelez-vous, disait, je ne sais plus quel hiérarque socialiste, ça m'échappe, mais je crois que c'est Laurent Fabius qui avait dit, Jean-Marie Le Pen, il donne le bon diagnostic, mais les mauvaises solutions. C'est un peu ce que vous dites. Éric Zemmour ne donne pas de solution du tout. D'accord, mais est-ce qu'il a le bon diagnostic? Est-ce que vous partagez toute sa rhétorique sur le déclin français, sur la façon dont il revisite l'histoire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, s'il s'agit de dire que l'école ne va pas, je le dis que l'école ne va pas, je dis que l'école ne va pas. S'il s'agit de dire qu'il y a un déclin français et un déclassement, évidemment ce déclassement a lieu. La question c'est, quelles solutions apportez-vous? Moi, je propose des solutions. Éric Zemmour fait du commentaire. En fait, Éric Zemmour est un peu comme une certaine classe politique qui regarde les faits et commente. Eh bien, moi, j'estime que l'homme politique ne doit pas être là pour commenter, mais pour faire des propositions et agir. En attendant, c'est lui qui ramasse la mise dans les intentions de vote. Oui, enfin, c'est lui qui, aujourd'hui, avec une forme de radicalité, séduit. Il faut bien comprendre, Elisabeth Martichoux. C'est l'outrance qui séduit? La radicalité séduit. La radicalité séduit toujours. Au fin du fin, les Français devront regarder ce qu'il y a aujourd'hui, ce qu'il y aura sur la table. Je pense que ce qu'il y a sur la table, ce sont des gens qui sont capables de faire. Par exemple, quand vous êtes maire, vous savez que vous devez casser les tours où il y a du ghetto. Ça c'est une réalisation concrète. Nous, la droite, je vous rappelle, c'est nous, la droite, qui avons interdit la burqa. Oui, mais lui, il dit justement, regardez ce qu'a fait la droite, regardez ce qu'a fait la gauche.
Et on en est là. Donc il vous renvoie à votre bilan de la droite, Philippe Juvin. Il le fait ? D'abord, pardon. Le bilan, nous, la droite, il y a 15 ans que nous ne sommes plus au pouvoir. Il y a 15 ans que nous ne dirigeons plus le pays. Donc je veux bien qu'on nous dise « Ah, la droite n'a pas été capable de résoudre les problèmes ». J'ai un fils qui a 16 ans. La dernière fois qu'un président de la République de droite a été élu, mon fils avait 1 an. Donc nous ne sommes plus aux affaires depuis longtemps. Donc nous ne sommes pas responsables de cette situation. J'ai un petit problème de rétro-planning, comme on dit. Il a terminé son mandat quand Nicolas Sarkozy, rappelez-moi l'année. Il y a 10 ans. Oui, donc c'est pas il y a 15 ans, c'est il y a un peu moins de... il y a 10 ans, pardon. 10 ans. Il y a 10 ans que nous ne gouvernons plus les choses. Ouais. Donc je veux bien que nous soyons responsables de tout. Depuis 10 ans, nous ne sommes plus du tout aux affaires. Nous n'avons plus les manettes. Nous ne pouvons pas être responsables de la totalité des maux MAUX de la société française. D'accord. Par exemple, à l'hôpital. Ça fait longtemps que la stratégie de faire des économies à l'hôpital a été enclenchée. Absolument. Sous la droite. Absolument. La droite. Aujourd'hui, l'hôpital est en difficulté. On va en dire un mot, parce que hier, on en a beaucoup parlé sur LCI. Il y a 20% des lits qui sont fermés. On se demande si une nouvelle vague d'hospitalisation pourrait être soutenable. Les infirmières manquent en masse. Il faudrait les revaloriser davantage, disent-elles. Elles ont été augmentées de 180 €. C'est pas rien, une augmentation de 180 € dans les entreprises. Être augmenté de 180 €, c'est substantiel. Oui, sauf que le sujet n'est pas là, malheureusement. Aujourd'hui, on a probablement 10 à 20% des lits d'hospitalisation en France qui sont fermés. La conséquence, c'est qu'on ne peut pas hospitaliser et soigner un certain nombre de gens. On le voit dans tous nos hôpitaux, publics, privés, nous avons une difficulté majeure. De quoi ? Nous n'avons pas formé suffisamment de professionnels. En fait, les postes, et il faut bien que les gens comprennent, les postes existent, mais ils ne sont pas pourvus. Le vrai sujet... Faute de vocation, faute de motivation pour entrer dans ces professions. Faute de formation des individus. Nous devons former probablement le double d'infirmières, d'aides-soignants et de médecins. Je dis bien le double. Aujourd'hui, dans mon service même, j'ai des postes de médecins qui sont vacants, qui sont budgétés. Donc la question, alors, vous êtes l'homme des solutions. Qu'est-ce que vous faites ? Je double dès l'année prochaine le nombre d'infirmières, d'aides-soignants et d'étudiants dans les écoles. Je double le nombre d'infirmières en formation, d'aides-soignants en formation et de médecins en formation. Il faut 3 ans pour former une infirmière. Ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir, 10 si on compte les années Hollande. Depuis le temps, on aurait pu le faire. Moi, je crois que le temps de la fermeture des lits est fermé. Et c'est vrai que vous avez raison, la droite, à son époque, a fait des erreurs. Et moi, ces erreurs, je les reconnais. Reconnaître ces erreurs, ce n'est pas un défaut en politique. Comment vous faites revenir tous ces hommes et ces femmes dans les écoles d'infirmières ? Comment vous rendez l'attractivité au métier ? C'est une intéressante question. Le ministre de la Santé lui-même a effectivement dit que depuis 2 ans, 1000 étudiants infirmiers ont démissionné avant même la fin de leurs études. Donc il faut redonner du sens aux choses, expliquer en quoi c'est un métier dont d'abord le pays a besoin et ouvrir des postes. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le nombre de postes dans ces écoles est limité. Regardez les étudiants en médecine. Nous devrions, nous avons besoin de former probablement, je crois, 2 fois plus de médecins que nous en formons aujourd'hui. Mais le nombre de postes est limité. Il faut ouvrir les capacités de formation. Et moi, j'ouvrirai les capacités de formation dans ces 3. Vous pensez qu'en ouvrant plus de postes, ça suffira ? Pas du tout. Mais c'est indispensable. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas pourvoir les postes. Et ensuite ? Deuxième proposition. C'est quasiment impossible de trouver un médecin en ville aujourd'hui. Essayez de trouver un généraliste quand vous changez de commune, vous n'y arriverez pas. Moi, je lutterai contre les déserts médicaux en exigeant des jeunes généralistes qui finissent leurs études de s'installer pendant 1 an dans les zones où on a besoin d'eux. Alors, on l'a fait, en fait, pour les spécialistes. On l'a fait pour les internes, pour les spécialistes. Pour les spécialistes, effectivement, en leur demandant de faire 1 an supplémentaire dans les hôpitaux. Eh bien, moi, je le ferai pour les médecins généralistes. Mais ce sera obligatoire ? Pendant 1 an, obligatoire. Ce sera obligatoire. Donc, 1 an de plus, alors qu'ils sont docteurs en médecine, ils ont leur thèse, ils feront une année comme leurs confrères spécialistes de docteurs, dits docteurs juniors, et je demanderai que ça soit fait en priorité dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Vous en avez parlé, vous avez l'ordre des médecins, vous en avez parlé à vos confrères, parce que l'obligation d'installation, c'est pas vraiment très populaire à droite. Attendez. Il y a 1800 maisons de santé pluridisciplinaires en France. Il y a 3600 jeunes médecins généralistes qui sortent des facultés tous les ans, le double. Donc, moi, avec ma proposition, je suis capable d'assurer à chacune des maisons de santé pluridisciplinaires partout en France 2 médecins supplémentaires. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais au bout d'1 an, ils seront libres d'aller où ils veulent. Je ne remets pas en cause 1 an de service obligatoire. Absolument. Dans les déserts médicaux. Absolument, là où on en a besoin. Et, mon Dieu, les études de médecine sont payées par l'État, ça me paraît être quelque chose de tout à fait raisonnable. Et quand j'en parle à mes collègues maires,
parce que je suis maire, Oui. je suis d'ailleurs le seul maire parmi les candidats putatifs Oui. à l'élection primaire de la droite, eh bien tous les maires sont d'accord avec moi, parce que tous les maires ont ce problème des déserts médicaux à résoudre. Alors, il y a une des propositions qui a été avancée par vos concurrents, on ne va pas dire adversaires, dans cette primaire, c'est diminuer, faire maigrir la fonction publique. Près de 2000, a dit Valérie Pécresse, sauf erreur, alors pas dans l'éducation, pas dans les hôpitaux, mais dans d'autres missions. Et Xavier Bertrand a dit on fera du sur-mesure. Et vous, est-ce que vous réduisez le nombre de fonctionnaires? Je ne partage pas du tout cette analyse. Je pense qu'on ne va pas sortir d'une crise épidémique majeure où on a montré, et on le voit encore, qu'il nous manque des infirmières, des aides-soignantes, des médecins partout, où il nous manque des policiers et des juges. On ne va pas sortir de cette crise en disant on va diminuer le nombre de fonctionnaires. Donc je ne diminuerai pas le nombre. Nulle part. Nulle part. Vous ne faites pas maigrir l'État. En revanche, oui, je le rends plus efficace. Le vrai sujet de la fonction publique, c'est que c'est une fonction publique qui nous coûte très cher, mais on n'en a pas pour notre argent. Ma proposition est la suivante. Je prendrai 200 000 postes budgétés de fonctionnaires en back-office, c'est-à-dire dans les bureaux, moins de fonctionnaires dans les bureaux et plus de fonctionnaires au contact des individus. Ah oui, alors ça, pardon, c'est une vieille, pas du tout. Vieille entière. Ah mais pas du tout, je vais vous donner un chiffre. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais je ne suis pas du tout d'accord, pardon. Rapport de l'adresse 2016, ce n'est pas Philippe Juvin qui le dit, c'est l'adresse. Il y a la direction des études statistiques du gouvernement. Il y a autant d'équivalents temps plein à l'hôpital public, dans les postes administratifs, que de médecins. Autant. On est fou. Contrairement à l'Allemagne, par exemple. On est fou. Mais contrairement, par exemple, au privé à but lucratif, où le ratio est de 1 pour 3. Donc nous avons un gisement de postes à redéployer auprès des individus, c'est-à-dire des citoyens, qu'ils soient justiciables ou malades, selon que ça soit une administration de santé ou de justice. Et ça, il faut le faire. Moi, je vais vous dire, je pense que la droite s'est beaucoup abîmée sur les services publics les années précédentes. Je suis le candidat des services publics. Vous me demandez, je suis le candidat. Ah bah tiens, ça c'est une réponse. Vous êtes le candidat de quoi? Vous êtes une candidate des services publics. Parce que je ne suis pas le candidat d'un seul sujet. Donc, vous ne réduisez pas le nombre de fonctionnaires. Je les rends plus efficaces. Je les rends plus efficaces, absolument. Je leur donne des moyens informatiques, par exemple. Comment vous payez ça? Mais je vous explique par redéploiement. 200 000 non, mais postes. un redéploiement, ça ne permet pas d'augmenter les effectifs, par exemple, quand il le faut. Vous ai-je dit que globalement, j'augmentais les effectifs? Je vous dis, il y aura plus de médecins dans les hôpitaux. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous répète. Non, mais permettez-moi de vous dire que vous... Est-ce que vous n'avez pas dit que vous ouvriez plus de postes de médecins? Oui. Donc, j'ai pas par redéploiement interne. Quand vous avez autant d'administratifs que de médecins, eh bien, moi, je veux moins d'administratifs et plus de médecins. On redéploie et ça sera à masse de dépenses identiques. Le sujet de la fonction publique, c'est certes, ce n'est pas tant son nombre, c'est son efficacité. Nous n'en avons pas suffisamment pour notre argent. Vous baissez, j'ai vu ça, je vous ai entendu, massivement les impôts de production de toutes les sociétés qui ne sont pas dans une métropole. Absolument. Vous baissez massivement de combien? Alors, vous savez que d'abord l'impôt de production, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que c'est? C'est un impôt idiot que payent les entreprises avant d'avoir fait le premier euro de bénéfice, enfin même de chiffre d'affaires. Le gouvernement a commencé à les baisser. Absolument, et c'est très bien. Et c'est très bien. Et j'ai applaudi d'ailleurs Bruno Le Maire quand il l'a fait. Une étude de l'Institut Molinari a montré que si vous arrivez jusqu'à baisser de 35 milliards ces impôts, en fait, vous n'avez pas de diminution de recettes de l'État. Pourquoi? Parce que c'est un impôt qui tue la recette de l'État. Trop d'impôts tue l'impôt, c'est un grand classique. Et donc, vous me posez la question combien? Je vous dis qu'on commence par 35 milliards, qui est le chiffre qui a été étudié, qui permet de ne pas peser sur les recettes de l'État. Pourquoi hors métropole? Parce que les métropoles, c'est l'endroit où vous avez 30% de la population, mais 80% de la croissance. Alors que hors métropole, vous avez 70% de la population et seulement 20% de la croissance, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'industrie. Moi, je veux réindustrialiser le pays. Nous devons de nouveau fabriquer en France. Par exemple, je suis favorable à ce que la TVA des produits fabriqués totalement en France soit divisée par 2 par rapport au même produit qui est intégré, quel que soit le secteur qui arrive sur le territoire national. Je pourrais à nouveau vous poser la question, comment est-ce que vous avez chiffré et comment vous financez ça? Vous comprenez bien que ce sujet du Made in France est un sujet de réindustrialisation et de perte de souveraineté. Ça, on a compris. Oui, moins d'industrie, mais madame, moins d'industrie égale pas d'exportation, égale pas de souveraineté. Les Allemands ont une industrie qui est 23% du PIB, nous sommes quasiment à la moitié. Est-ce qu'on va tenir longtemps? Vous ne répondez pas à ma question. Vous dites que le gouvernement fait beaucoup de dettes, beaucoup de déficits. C'est exact, oui. Oui, et vous ne me dites pas comment vous financez la baisse de TVA ou la baisse des impôts de production. Mais je suis en train de vous parler
d'une activité économique qui n'existe pas aujourd'hui. On ne fabrique plus en France. Ah oui, donc vous dites que c'est par la TVA qu'on générera par ailleurs qu'on pourra financer ça. Parce que vous croyez qu'on va... Un peu magique, mais hein, pas du votre tout. Mais il n'y a rien de magique. Vous croyez que nous allons résoudre la question de l'emploi à périmètre constant. La question de l'emploi ne se résoudra que si on augmente l'emploi, pas si on continue avec nos 5 millions de gens qui n'ont pas de travail. Oui. Vous saluez la baisse du chômage ? Il y a une baisse du chômage qui est en trompe-l'œil, pardon. Oui, le chômage de longue durée ne baisse pas. Et à la classification dans l'Union européenne, nous restons le 23e pays avec le plus de chômeurs sur les 28. Donc, moi, je veux bien que tous les cocoricots de la Terre, 23e pays un peu de l'Union, modestie, dites-vous, gouvernement. 23e sur 28. Mais le gouvernement ne cesse, c'est une bonne guerre. On arrive à l'élection présidentielle, à la fois de faire des chèques en bois en permanence et de dire qu'ils sont les meilleurs sur tout. Je vous le dis, sur le chômage, ça va mieux, mais nous sommes quand même le 23e sur 28. Est-ce que, je vous ai aussi entendu là-dessus, ça m'a intéressé, vous dites qu'il y a un chaos généralisé en France. Là, on parle de sécurité. Oui. Un chaos généralisé. Depuis 2018, il n'y a pas un seul samedi qui se passe sans une manifestation grave. Est-ce que vous connaissez une seule manifestation qui se déroule en France aujourd'hui, dont on peut se dire finalement ça va bien se passer? On voit bien. Alors il y en a eu, je ne vais pas vous faire la liste, enfin, il y en a eu. Une insécurité qui est absolument majeure. Mais un chaos généralisé, ça m'intéresse parce qu'on va être dans les phrases, les surenchères, etc. Bon, c'est comme ça, c'est un peu la loi du genre. Non, c'est chaos aussi... généralisé. Vous pourriez dire, il y a, et c'est vrai, des violences dans certains quartiers, on l'a vu là, à Alençon, la Duchère à Lyon. Des violences dans tous les quartiers. Mais généralisé. Mais bien sûr, pas démagogique. Non, généralisé, c'est dans tous les quartiers. Mais Madame Martichoux, à la Garenne-Colombe, il y a beaucoup d'insécurité. Il faut voir. Monsieur Juvin. Il faut voir. Il y a beaucoup d'insécurité à la Garenne-Colombe. Mais il y en a beaucoup plus qu'il y en avait il y a 20 ans. C'est un chaos généralisé à la Garenne-Colombe. Mais Madame, il y a Non, 20 ans, il y a 20 ans, je suis élu maire. Ouais. On me dit, il faut peut-être un jour vous aurez à créer une police municipale. Il y a 20 ans, je dis mais pas question. Une police municipale à la Garenne, vous n'y pensez pas. Aujourd'hui, je suis obligé de créer une police municipale. Pourquoi? Parce que la police nationale n'a plus les moyens d'action. Il y a des caméras de surveillance à la Garenne-Colombe? Il y en a évidemment beaucoup. Il y en a une centaine. Chaos généralisé en France, donc vous faites quoi? Regardez, ce que je fais, c'est que je reprends le contrôle. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le violent sait qu'il ne risque pas grand-chose. L'impunité, c'est ça le mal. En fait, le sujet, c'est que chaque fois qu'il y a un fait divers, il y a toujours un sénateur ou un député ou un ministre qui est plus intelligent qu'un autre et qui dit on va augmenter la sévérité de la peine. Le sujet n'est pas là. Le sujet, ce n'est pas la sévérité de la peine, c'est la certitude de son application. Or, prenons l'exemple des travaux d'intérêt généraux. Les travaux d'intérêt généraux aujourd'hui, dans 20% des cas ne sont pas appliqués et dans 80% des cas sont appliqués 400 jours après la commission des faits. Le sujet, c'est qu'il faut que les violents soient certains d'être punis. Et donc, moi, j'ai une proposition, par exemple. La proposition, c'est de multiplier, parce qu'on ne va pas attendre de construire des places de prison qui ne sortiront de terre que dans 5 ou 10 ans. C'est très long. On l'a vu. Emmanuel Macron n'est pas arrivé à en faire sortir beaucoup. En revanche, je pense qu'il faut qu'on ait recours à des peines qui soient des peines immédiates et d'application rapide. Par exemple, quand vous avez un rodéo urbain, eh bien, vous confisquez le scooter. Au lieu d'un rappel à la loi, 100 euros d'amende. Le deuxième rappel à la loi, 200 euros d'amende. Le 10e rappel à la loi qui ne sert à rien, 1000 euros d'amende. Et vous verrez, vous serez efficace. Tapez au portefeuille. Par exemple, le scooter du délinquant, ça permettrait d'être plus dissuasif. Une question, est-ce que la Garenne-Colombe, vous accepteriez que soit construite une prison? À la Garenne-Colombe, il n'y a plus une place. Je suis désolé, il n'y a plus une place. Donc à la Garenne-Colombe, ce n'est pas possible. Donc vous n'avez pas le foncier, comme on dit. Mais madame, en région parisienne, il faut regarder les choses. En région parisienne, il n'y a plus 1 mètre carré de disponible facilement. Donc il y a une prison. Ce sera pour les régions. Il y a une prison à Nanterre, et cette prison à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, dans mon territoire, fonctionne. Dernière question, malheureusement, très court parce qu'on va être en retard. Le pass sanitaire, le gouvernement veut le généraliser jusqu'au 31 juillet. Il va y avoir une bataille politique au Sénat. Vous dites oui en tant que chef de service des urgences? Vous parlez bien du pass sanitaire, pas de l'état d'urgence sanitaire. Non, le pass sanitaire, faut-il le prolonger? Est-ce qu'il est utile? Le véhicule, c'est l'état d'urgence. Non, mais moi je lis le rapport du Conseil scientifique du 5 octobre qui dit une chose très simple, qui dit que le pass sanitaire, on va probablement pouvoir le suspendre, l'arrêter entre le 15 novembre et la fin de l'année en fonction de la situation sanitaire. Donc l'idée de dire qu'on repart à l'aveugle, sans données épidémiologiques jusqu'au mois de juillet est folle. Je suis pour une décision politique, comment dirais-je, illustrée et inspirée par la science. Qui connaît les données scientifiques du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin? Dire qu'on va repousser le pass sanitaire jusqu'en juillet, c'est non. Ça ne veut rien dire. Merci Philippe Juvin d'avoir été l'invité ce matin de LCI dans un instant.